Moi, c'est mes deuxièmes jeux, donc on va dire que plutôt c'est une continuité, puisque j'étais au Japon et puis à Kobe, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Donc évidemment, quand on a su à Kobe que les prochains auraient lieu en France, bon, la question ne s'est pas posée, c'est clair, il fallait que j'y participe. Même si le côté exotique, c'est un peu loupé, mais pour le reste, oui, évidemment, il était hors de question de ne pas y aller. C'est le mélange de tout en fait, le mélange des pays, le mélange des disciplines, la fête, un petit peu toute la fête qui est autour. Et puis on participe un petit peu à notre manière à promouvoir le don d'organes. Badminton et volley, marche, bowling, c'est ça? Donc au badminton, il faudra quand même faire attention, pas aller trop fort. D'accord? Dans quelques heures vont s'ouvrir à Nancy les 13e Jeux mondiaux des transplantés. Pour Christiane, transplantée de la moelle osseuse, ou pour Cynthia, transplantée du rein, c'est l'occasion de se rencontrer entre greffés, mais c'est surtout la possibilité de sensibiliser au don d'organes. Au-delà de la victoire pour certains et de la participation pour tous les autres, ils sont là avant tout pour parler du don, car sans ce don, beaucoup d'entre eux ne seraient pas là. Pour eux, c'est un devoir de mémoire. Quand mon problème m'est arrivé, quand j'étais en attente à l'hôpital, j'étais pas toute seule, on était deux. Il y avait une fille de mon âge qui avait la même maladie que moi dans la chambre voisine de la mienne. Et c'est vrai que moi je suis sortie de l'hôpital et pas elle. Et je crois que c'était un choc difficile. Je savais qu'on avait le même groupe sanguin. C'est vrai que j'ai été transplantée, elle n'a pas eu cette chance. Et donc ça m'a beaucoup émue, beaucoup choquée également. Et je crois qu'aujourd'hui, c'était elle, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça. Et je crois que c'est un devoir pour moi. Et je ne m'y force même pas, pour moi c'est naturel de devoir parler du don pour qu'il y ait le moins possible de drames comme celui-ci qui se passe. Si sur 100 personnes qui lisent un article ou qui voient un reportage, il y en a une qui prend position et qui prend sa carte, c'est quelque chose de gagné. Quand on fait des conférences sur le don d'organes, s'il y a une personne qui est émue par ce qui se passe et qui comprend la chose et qui change d'avis ou qui prend en moins une position positive, pour moi c'est gagné. J'y consacre pas complètement ma vie, je vis normalement, mais à la moindre occasion, sans systématiquement alpaguer tous les gens que je vois pour leur parler du don d'organes, c'est clair, quoi. Mais bon, si jamais dans une conversation il y a un sujet qui s'y approche, j'y viens et puis il y a un débat. Enfin, généralement, premièrement, quand on se retrouve dans un repas ou dans une soirée quelconque, les gens qui ne vous connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir que vous avez été transplanté. Et puis quand vous parlez de la transplantation, le premier regard, c'est la surprise. Il y en a certains qui vous observent un petit peu. Bon, c'est sûr, pour encore pas mal de gens, c'est l'inconnu, quoi. Mais d'une manière générale, la surprise, et puis le dialogue vient automatiquement. Et c'est pas moi qui l'instaure, c'est en général les gens qui veulent en savoir un peu plus, quoi. Venus du monde entier, ils seront plus de 1000, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, à participer à ces Jeux. Organisé tous les 2 ans autour de compétitions sportives, cet événement remplit pleinement son objectif principal, la sensibilisation au don. Après chaque édition, on note une progression de plus de 30% des dons d'organes dans les pays organisateurs. Derrière cette réussite collective se cachent des victoires individuelles. 1000 participants, 1000 raisons d'être là, 1000 histoires plus ou moins longues, plus ou moins tragiques, avec comme point commun ce moment où tout bascule. J'étais professeure d'éducation physique et tout allait très bien, j'avais jamais eu de problème de santé. Et du jour au lendemain, j'ai eu des problèmes respiratoires en fait, qui ont nécessité une hospitalisation en urgence. Et après 2 jours d'hospitalisation, on m'a annoncé que j'avais une cardiomyopathie dilatée et que la seule façon de guérir de cette maladie, c'était une transplantation cardiaque. À la suite d'une visite chez ma gynécologue, ma gynécologue m'a prescrit une prise de sang. Et dans cette prise de sang, on s'est rendu compte que je n'avais plus de plaquettes. Plus de plaquettes, ça voulait dire suspicion de leucémie. Je l'ai. Ah oui. Non, j'ai donné. Lui, on l'a déjà. Cynthia, à l'époque, avait 1 an, donc elle était bébé. Et elle a eu ce qu'on appelle une gastro. Elle a eu des antibiotiques, elle a fait une allergie au Bactrim qu'on lui a donné. Et donc, ça a détruit 75% de ses reins. Donc, elle s'est retrouvée très vite en dialyse.
Et puis, donc, on a constaté après une biopsie qu'il ne restait plus que 25% qui pourraient donc fonctionner jusqu'à temps que ça arrive au stade terminal. Pour Francis, une mauvaise réception lors d'un saut en parachute pourrait être à l'origine de la dégradation de son foie. Pour lui, comme pour les 3 autres, la seule issue sera la transplantation. Pour moi, c'était un choc, parce que même si en toile de fond, j'apercevais ça, je pensais toujours que ça n'allait pas arriver. Donc la transplantation, c'est quelque chose dont on n'avait quasiment jamais parlé à la maison, autant avec mes parents. Bon là, mes parents, c'est plus ancien, mais autant également avec ma femme, c'est quelque chose dont, je ne veux pas dire qu'on ne se sentait pas concerné, on n'y était pas opposés, mais on n'avait jamais eu un débat de fond sur le sujet. Donc quand ça arrive comme ça d'un seul coup, il y a plein de questions qui viennent derrière, quoi. Bon, moi j'étais pessimiste au départ, j'étais sur Internet. C'est vrai que je n'avais pas beaucoup d'informations vis-à-vis des greffés, je ne savais pas comment ça se passait après. J'avais une image, je ne veux pas dire négative du greffé, mais quand même quelqu'un de relativement sédentaire, quelqu'un qui a des possibilités physiques limitées, ça ne m'intéressait pas trop. Avant Anne-Gwen et sa sœur, avant qu'Anne-Gwen ne tombe malade, elles avaient pris leur carte. Sa sœur avait pris une carte de donneur à 18 ans, elle avait fait prendre à Anne-Gwen également, donc elles avaient leur carte de donneur. Donc déjà le don pour nous c'était évident, mais on se sentait tellement pas concernés, surtout en ayant besoin de ce don, qu'on n'imagine pas, on pense toujours que c'est pour les autres. Ben non. J'avais vu à l'époque, si je me rappelle bien, 75% de réussite pour la greffe de foie. Donc j'y sais classé, moi je suis dans les 25. Donc j'ai rangé toutes mes petites affaires et tout, bon sans rien dire à personne évidemment, hein. J'ai fait tout ce qu'il fallait au niveau bancaire et tout, je pensais ne pas revenir. J'ai demandé au Toubib de me laisser passer ce que je pensais être les dernières fêtes de Noël en famille, enfin une grande fête familiale, c'était chaud. Et puis le 2 janvier 1999, j'ai été mis sur liste donc de transplantation. L'attente est quand même longue. 6 mois dans une vie, c'est court, mais 6 mois quand on est dans une chambre, c'est extrêmement long. Et l'état physique se dégrade au fur et à mesure. Je sais que personnellement, j'avais perdu plus d'une quinzaine de kilos avant la transplantation. Donc notre état physique, notre état psychologique devient catastrophique. C'est vrai qu'on arrive vraiment à épuisement. Et on sent de la part des médecins, de la part de l'équipe médicale qu'il faut que ça arrive parce que sinon c'est fini. Et c'est vrai que c'est atroce, c'est assez atroce à vivre parce qu'on sait que s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un cœur, on va mourir et c'est le cas de certaines personnes. L'idée de la mort est passée, mais alors à un point précis. Anne-Gwen le sait, je pense. La veille de l'Ascension, elle était transportée à Nantes. Et là, je savais que c'était archi juste. J'ai compris là que... Parce que tant on disait elle va être transplantée, on attend en donneur, on se dit bah oui, il va y avoir un donneur, c'est presque évident quoi. Quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas concerné d'abord. Et elle est partie à Nantes le samedi, le 26 mai. Le 30 juin, vraiment, elle ne luttait plus. Elle me dit, maman, j'en peux plus, j'ai envie de mourir, le jeudi soir. Et le samedi à 19h... Eh bien oui, le samedi à 19h, c'était l'espoir. Et puis, on annonçait, le Toubib, le docteur, pardon, se présentait dans la chambre avec un large sourire et annonçait qu'il y avait un greffon et qu'on allait intervenir, enfin faire l'intervention chirurgicale dans la nuit. Et c'était vraiment une extrémiste parce que tous les professeurs de Nantes espéraient au plus vite un greffon. Elle était vraiment, je le répète, dans un état absolument critique. Et une voisine, malheureusement, Géraldine, même problème. Et bien, malheureusement, elle n'a pas eu le greffon à temps et est décédée, ce qui a marqué un bien sûr. La dialyse n'a pas été simple parce que dialysée toutes les nuits, elle se retournait dans son lit, donc le tuyau se coinçait, l'alarme se mettait en route, donc on l'a surveillé, on était réveillés nous-mêmes, on travaillait tous les deux 3 fois par nuit, alors que bon, c'est vrai que ça a duré quand même plus d'1 an. Et c'était des nuits très courtes, très difficiles. Quand on a un bébé, bon, on sait que c'est pendant 3 mois, mais là, c'était quand même très long. Et on a été formés à l'hôpital pendant 15 jours pour pouvoir la dialyser. Et la plus grosse angoisse, moi,
dont je me souviens pendant cette dialyse, je dirais que c'était le moment où on nous avait expliqué, on nous a dit, attendez, quand vous allez faire la dialyse de soir, il va y avoir un liquide qui restera de la journée, que vous allez jeter dans le lavabo. Et ce liquide, il faut qu'il soit transparent. S'il n'est pas transparent, s'il a par exemple une couleur de lait, c'est que c'est très grave, elle est en train de s'empoisonner. Donc vous avez 3 solutions. Vous avez les piqûres que vous avez dans le placard, qu'on vous a montré et on vous a dit de faire. Ou alors vous avez d'urgence à l'hôpital parce qu'il n'y a plus rien à faire. Ou alors il y a une 3e solution qui peut être très fatale. Donc on vivait avec ça. Et tous les soirs, avant de l'attacher à sa machine, parce que c'était le cas, elle était attachée à cette machine, on jetait le liquide, on priait le bon Dieu pour que ça ne soit pas couleur de lait. Ouais, le danger, les 2 dangers qui étaient, c'était la connexion le soir et la déconnexion le matin. Oui, parce qu'on devait tout arrêter. Donc là, c'était les gants aseptisés et tout, et il fallait surtout ne pas rater ces 2 moments. Là. C'était le plus important, il fallait arrêter l'air conditionné, il fallait mettre nos masques, il fallait stériliser toute la chambre avant, etc. Donc c'était des moments pas faciles, quoi, je veux dire, pas évidents. Ils m'ont privé du sel, du sucre, donc je ne pouvais pas aller aux anniversaires. Et ma dialyse, c'était dur aussi parce que chaque soir, il fallait que je nettoie au niveau de mon trou qui est ici. Et ça n'était pas facile parce que ma chambre a été juste en face de celle de mes parents. Et je voyais des fois mon frère qui regardait la télé avec mes parents et moi je ne pouvais pas parce que j'étais reliée à ma machine. C'était super, bravo. Ah super, ça c'était magnifique. La greffe, c'est un moment vraiment très particulier parce que, contrairement aux autres greffes, dans la greffe de moelle osseuse, on est éveillé. C'est une simple, entre guillemets, transfusion. Donc, bon, j'ai encore du mal à en parler parce que ça a été une journée vraiment où l'émotion a été énorme. Parce qu'il y a cette poche là qui arrive, qu'on vous met, et puis quand on est en chambre stérile, on a une perfusion avec un tuyau très très long, qui fait 3 mètres, 3 mètres 50 pour nous permettre de... Et donc j'ai vu cette moelle osseuse, c'est comme ça ressemble à du sang, et cette moelle osseuse qui avançait tout doucement dans la tubulure et qui venait pour me sauver. Et ça a été un moment, et donc j'étais entourée, enfin il y avait de l'autre côté de la vitre, il y avait ma fille, ma mère, ma belle-sœur, et ça a été un moment vraiment très 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 intense en émotion. Et bon, c'est vrai que j'ai encore du mal à en parler. Tu te dis, la vie arrive. La vie arrive, voilà, c'était vraiment la vie qui arrivait, parce que sans cette moelle qui arrivait, puisqu'on venait de me détruire complètement mon système immunitaire, ma production de globules rouges, de plaquettes, etc. C'était la mort assurée dans les jours qui suivaient. Je serais peut-être morte sans que maman ait donné le rein. Je ne sais pas parce que peut-être que quelqu'un d'autre aurait donné. Mais c'est arrivé assez vite pour moi, en tous les cas, que ma mère ait donné le rein. Elle n'a jamais fait ça. Une 29,59. Et l'autre Quand je gagne des médailles, je gagne pour moi et pour ma maman parce que c'est elle qui m'a sauvé la vie, parce qu'elle m'a donné son rein. Et je me dis qu'elle a beaucoup souffert parce qu'elle a été opérée, elle est restée à l'hôpital, ça a été dur pour elle. Et si c'était quelqu'un de mort, ça m'aurait beaucoup... ça m'aurait déplu, mais je suis contente que ce soit un donneur vivant parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est mieux que ce soit des vivants. Tout au départ, je me souviens, j'ai pas mal pleuré.
Juste après la transplantation, il y avait les larmes qui venaient. Bon, on m'a expliqué que c'était un peu les médicaments. Il n'y a peut-être pas que ça. Un mois après avoir été mis sur liste d'attente, être appelé, être greffé, moi, la première pensée, bien sûr, aux donneurs, mais également aux gens qui sont en attente depuis des mois, depuis des années, puis qui n'ont rien. Alors, pourquoi moi, qui suis ni meilleur ni pire qu'un autre, quoi? Pourquoi moi et pas les autres? Ça, c'est quelque chose qui me travaille.